Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus à la deuxième session de notre série d'apprentissage virtuel d'automne, une série qui vous prépare au camp de carrière. Au cours de cette session, vous pourrez explorer l'importance des thèmes du CDC 2025 et pourquoi ils sont si importants pour vous. Le CDC de cette année comprendra divers thèmes tels que les valeurs et l'éthique sur le lieu de travail, l'amélioration de votre profil LinkedIn, la gestion des conversations difficiles sur les lieux de travail, obtenir un aperçu des perspectives mondiales pour façonner votre perspective professionnelle, les techniques d'auto-réflexion et les perspectives régionales ainsi que le développement de carrière pour les employés régionaux. Veuillez noter que cette session se déroulera en français. This session is offered in French. The English session was offered earlier today from 1 p.m. to 2 p.m. Eastern Time. Je voudrais tout d'abord commencer en soulignant que je suis ici sur le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Les peuples algonquins vivent sur ce territoire depuis des temps immémoriaux. J'aimerais également souligner que plusieurs personnes aujourd'hui se joignent à nous à partir de différentes régions du pays. Alors, je vous encourage toutes et tous à reconnaître le territoire sur lequel vous vous trouvez également. Au fur et à mesure que nous allons progresser dans la session d'aujourd'hui, veuillez partager vos questions en utilisant le bouton questions et réponses Q&A dans la langue officielle de votre choix, évidemment. Vous pouvez voter pour les questions que vous voulez poser en cliquant sur le bouton pouce en l'air ou thumbs up. Comme toutes les sessions du RJFF, celle-ci sera enregistrée. D'ailleurs, tous les enregistrements et la série des balados diffusion podcast peuvent être consultés à tout moment. Nous aimerions également souligner que les présentations PowerPoint de chaque session sont publiées sur notre page Wiki afin que vous puissiez les suivre à votre rythme et améliorer votre expertise d'apprentissage. De plus, les ressources partagées lors de cette séance seront disponibles sur la page Wiki sous la rubrique Ressources. Alors, bonjour, je m'appelle Stéphanie Cloutier et je serai votre modératrice durant cette session. Je suis coordonnatrice stratégique de votre réseau professionnel, le VRP, au ministère Pêche et Océan Canada, dans la région de la Capitale-Nationale. Je suis diplômée en relations publiques et communication appliquée et je possède une vaste expérience en gestion, administration et coordination de projet. J'ai travaillé plus de 3 ans en administration pour le programme des sites contaminés du Nord du ministère Relations Couronnes autochtones et Affaires du Nord. Avant de rejoindre la fonction publique en 2021, j'ai principalement œuvré dans le secteur privé, notamment en tant que directrice générale d'un EPIFA. J'ai également fondé et dirigé ma propre entreprise en santé naturelle, acquérant ici une expertise précieuse en gestion d'entreprise et en développement stratégique. Fait amusant, de plus, je suis naturothérapeute spécialisée en nutrition holistique. Donc, étant donné que je suis relativement nouvelle dans la fonction publique, moi, j'ai vraiment hâte d'entendre ce que nos panélistes ont à dire à propos des thèmes qui vont être abordés aujourd'hui. Pour ma part, depuis que je suis arrivée au gouvernement, je suis étonnée et agréablement surprise de voir toutes les belles opportunités de carrière qui s'offrent à nous en tant que fonctionnaires fédéraux et de toutes les ressources aussi qui sont offertes par notre employeur pour développer nos compétences et ainsi façonner notre carrière selon nos passions et nos ambitions. Alors, sans plus tarder, je voudrais maintenant vous présenter les merveilleux panélistes que nous avons la chance d'avoir aujourd'hui avec nous. Premièrement, nous avons Josh Frame. Alors, Joshua a commencé sa carrière dans la fonction publique à Ottawa au sein de l'Agence du revenu du Canada et a occupé des rôles de gestion et de gestion de projet, de budgétisation et de renouvellement des services au cours des 15 dernières années. Il est devenu le président national du Réseau fédéral des jeunes en novembre 2016 et a façonné le RJFF pour qu'il soit un moteur de l'innovation, de l'engagement régional et du développement de carrière. En mars 2020, en réponse à la pandémie de COVID-19, Joshua a aidé à lancer la série d'apprentissage virtuel du RJF et a reçu le prix d'excellence en innovation de l'École de la fonction publique du Canada pour ce projet. On prend le temps de le féliciter également. Notre deuxième panéliste, on va changer la... Merci.
Alors, est Alexa Iakeli. Donc, Alexa est agente de projet pour le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux à Service aux Autochtones Canada, où elle utilise ses compétences pour coordonner des événements, rédiger des communications et concevoir des produits. Sa passion pour les langues et la collaboration l'a amenée à étudier à Venise en Italie pendant un semestre en 2018. Alexa ne cesse de créer des connexions significatives avec les autres, d'apprendre d'eux et d'explorer tout ce que le monde a à offrir. Notre troisième et dernière panéliste est Khadija El-Sibaï. Khadija est conseillère en politique pour le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Avant de se joindre au RJFF, Khadija a travaillé au bureau du surintendant des faillites pendant 5 ans et demi dans plusieurs fonctions réglementaires. Vérification réglementaire, analytique des données et élaboration des politiques et des règlements. Elle est d'ailleurs présidente du réseau Futurs Leaders de l'Ontario, le réseau interministériel de la région de l'Ontario destiné aux nouveaux et jeunes fonctionnaires fédéraux. Alors, sans plus tarder, Khadija, on commence et la parole est à toi. Merci Stéphanie. Bonjour tout le monde, bon après-midi. Donc en fait, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aborder les 6 thématiques en fait qui seront en fait le sujet de chaque séance au camp de carrière. On va maintenant commencer avec le sujet des valeurs et de l'éthique. On sait très bien que c'est un sujet hyper important, comme c'est une des priorités du greffier. Et du coup, là, on a pas mal de discussions au sein de nos ministères, au sein des réseaux, des communautés de pratique, etc. Il y a pas mal d'événements qui ont été organisés juste pour aborder ce sujet. Et du coup, ce que nous aimerions faire durant le camp de carrière, c'est en fait de continuer cette discussion, mais aussi de l'approcher ou genre de traiter ce sujet d'une différente manière. Donc, on sait bien qu'il y a en fait comme 5 valeurs dans le code des valeurs d'éthique. On va voir davantage quels sont ces éléments clés qui vont nous permettre d'en fait avoir, par exemple, du respect pour la démocratie. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment respect des personnes, etc. Et donc, on va vous donner ces éléments euh, 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 auxquels vous devrez penser pour comprendre votre rôle, comment traiter des dilemmes qui se lèvent en matière de valeurs et de l'éthique, et aussi comment réagir, interagir, et qui vous pouvez consulter afin de savoir plus ou d'avoir de l'aide. Donc, ça sera ça essentiellement. Ça sera, je pense, une séance importante, hyper utile, vu que les valeurs et l'éthique sont fondamentaux afin d'assurer d'avoir bah, une fonction publique qui est inclusive, qui est aussi conscient de l'équité, etc. Tout ça, tout ce qui est important en fait pour avoir euh, un milieu de travail sain et aussi garder la professionnalisme de la fonction publique. Et un autre sujet qu'on va traiter, ça sera, ça sera surtout pour les employés travaillant dans les régions. Donc, donc beaucoup d'entre nous, et moi aussi, moi je travaille dans les régions, je suis basée à Toronto, et donc beaucoup d'entre nous qui travaillent
dans les régions, on pense que souvent, bah, il y a moins de postes, bah, les opportunités sont plus limitées et ça pourrait être vrai, mais je pense aussi que vraiment ce que ça nous oblige, c'est vraiment d'être plus stratégique. Et du coup, ce que nous allons faire durant cette séance, c'est vraiment de vous donner des stratégies concrètes que vous pouvez essayer afin de comprendre bah, le paysage, de comprendre les opportunités à pourvoir, etc. Ça sera, ce que vous aurez aussi la chance, c'est de d'écouter et de et d'apprendre de quelques fonctionnaires qui ont réussi en fait qui ont réussi en fait genre à progresser dans leur carrière en travaillant dans les régions. Donc c'est bien possible de surmonter les obstacles et d'avoir vraiment d'avoir vraiment une carrière euh, enrichissante. On va vous donner quelques-uns de ces clés durant la séance sur le plaidoyer dans les régions. Et maintenant, je vais donner la parole à mon gestionnaire Josh qui va nous parler des autres séances. Parfait. Merci beaucoup, Khadija. Alors, la prochaine séance qu'on va discuter, c'est de façonner votre persona numérique. Alors, on va parler principalement de LinkedIn. Alors, LinkedIn, c'est utile. Je pense que dans ce temps, en 2024, mais en 2025, aussi, je pense que ça va continuer à être utile comme médias sociaux parce qu'on a vu beaucoup de changements avec Twitter qui est devenu X et puis euh, pour la plupart des fonctionnaires, se fait les connexions sur LinkedIn. Alors, on parle de LinkedIn pour créer votre réseau professionnel, mais aussi du côté des employés dans les régions. Je pense que c'est une façon de être un individuel. Alors, tu travailles pour une fonction, mais c'est de vraiment comme créer des connexions avec les personnes qui peuvent être votre gestionnaire du futur ou votre connexion à une nouvelle type d'emploi. Alors, on va parler de pourquoi on devrait utiliser LinkedIn, pourquoi est-ce que c'est utile pour les fonctionnaires partout au Canada, et vraiment comment est-ce que vous pouvez l'utiliser d'une façon pour former ces connexions, mais d'utiliser d'une façon active pour, disons, de donner des félicitations à une collègue quand ils ont un nouvel emploi, de vraiment avoir le dialogue des deux sens pour que ce n'est pas juste que tu utilises LinkedIn pour donner de l'information à le public ou à vos connexions, mais vraiment de faire ces interactions utilisant le plateforme de LinkedIn. Um, alors, ça, c'est mon profil. Si tu veux connecter sur LinkedIn, je pense que on va mettre cette lien dans le fonction chat. Mais vraiment, je pense que c'est une opportunité de parler de comment tu peux utiliser cette plateforme si tu ne l'utilises pas maintenant, et les bonnes pratiques pour ça. OK, prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, le prochaine séance, c'est sur maîtriser les conversations difficiles. Alors, cette discussion va concentrer sur les conversations que tu vas avoir, disons, avec ta gestionnaire, et puis, ou ton superviseur, ou les connexions comme interpersonnelles, les discussions interpersonnelles, les conflits, tout cela. Alors, on va parler des bonnes pratiques de comment est-ce que tu peux comme gérer ton gestionnaire? Comment est-ce que tu peux être une personne qui utilise cette relation d'une façon active pour discuter de vos pensées,
votre plan de carrière, de créer on parle de créer des scénarios de gagnant-gagnant, où tu peux voir le valeur d'une opportunité, disons, d'apprentissage, mais ta gestionnaire peut aussi savoir pourquoi est-ce que c'est utile pour vous, mais aussi pour l'organisation. Pourquoi est-ce que c'est important de faire cet investissement de temps dans ton carrière et comment est-ce que ça va aider ton gestionnaire et puis ton organisation, ton département, ton ministère ou agence. On va parler aussi de la résilience professionnelle, de comment est-ce que tu peux avoir comme une discussion difficile, mais maintenir le relation. Comment est-ce que tu peux prendre comme des conseils, disons, de ton gestionnaire. Peut-être que tu n'es pas comme 100% d'accord avec les commentaires ou les conseils, mais est-ce que tu peux les intégrer dans ton plan de développement? Pourquoi est-ce que, euh, comment est-ce que tu peux comme intégrer ces conseils pour votre développement professionnel pour que ton gestionnaire peut avoir une pensée que, disons, tu es prêt pour une promotion ou quoi que ce soit. Et puis, on va parler un peu de renforcer la dynamique d'équipe. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble d'une façon qui est active, qui est positive et vraiment de maintenir les relations entre vous et vos collègues. Alors, c'est ça pour les maîtriser des conversations difficiles. Ça va être beaucoup de contenu, mais aussi beaucoup d'une opportunité d'avoir vos questions. C'est quoi les difficultés que vous avez avec les conversations difficiles, les conversations entre les collègues ou avec ton gestionnaire, quoi que ce soit. Alors, on va parler beaucoup de cela dans le camp de carrière 2025. Et je vais passer la parole à Alexa pour les prochaines séances. Merci. Merci, Josh. Donc, comme Khadija a déjà mentionné, cette séance aujourd'hui, ou cette session aujourd'hui, c'est vraiment pour donner un aperçu aux séances qui seront offertes pendant le camp de carrière en janvier. Donc, je ne vais pas vraiment aller en détail parce que je ne veux pas gâcher la surprise, mais ici, la séance de comprendre les cultures du travail mondial, c'est la première fois qu'on a une session comme ça. C'est vraiment différent que les autres sessions au passé. Au camp de carrière, mais aussi dans tout le gouvernement du Canada comme session virtuelle, parce qu'on a des conférenciers qui viennent des différents pays, qui vont se parler de leur expérience, de leur réalité dans leur gouvernement. Donc, je pense qu'on a un conférencier de les États-Unis et de 2 autres pays. Donc, je suggère vraiment et encourage que vous inscrivez au camp de carrière pour avoir tous ces conseils. Mais pour aujourd'hui, je vais te donner le pourquoi. Pourquoi tu devrais t'inscrire à camp de carrière et venir à cette session. C'est parce que pour moi, personnellement, c'est le futur. Je pense que c'est vraiment important de prendre en compte les collaborations entre les autres. Non seulement nos collègues et d'autres ministères, mais aussi plus que ça. Peut-être la collaboration entre les différents gouvernements des différents pays aussi. Et aussi, on peut apprendre d'eux. On peut apprendre des autres innovations, d'autres bonnes pratiques que les types de gouvernements font pour améliorer la fonction publique. On peut apprendre d'eux. Mais aussi, et je veux vraiment souligner ça, c'est la compréhension interculturelle, la communication interculturelle. C'est tellement important, spécialement au Canada, ou particulièrement au Canada, parce que nous sommes vraiment divers ici. On a une population diverse ici. Donc, c'est vraiment, je pense, ces points sont vraiment importants et une bonne raison pour se rendre à la session en janvier. Donc, je vais juste rester avec ça. Comme devoir, je suggère, c'est difficile d'apprendre d'autres gouvernements à travers les médias, comme les journaux. En tout cas, il y a un site web qui s'appelle Apolitique. Je pense que c'est seulement en anglais, si je me trompe. En tout cas, il y a un bulletin. Moi, je suis inscrite et je te donne des nouvelles d'autres gouvernements
autour du monde. Donc, peut-être c'est quelque chose que vous pouvez faire avant la session en janvier pour avoir une idée de c'est quoi la réalité des conférenciers qui va vous présenter à vous en janvier. Donc, ça, c'est un petit aperçu de cette session. OK, donc la session de jumelage de passion et compétences pour le développement de carrière. Celui-là aussi, c'est une nouvelle session. Jamais fait encore à camp de carrière. Donc, ces deux sessions vont être vraiment un pilote, mais vraiment important parce qu'ils sont quelque chose, des thèmes que les participants veulent. Ils nous demandaient déjà plusieurs fois, on veut parler plus de ça. Donc, pourquoi c'est quelque chose que vous devrez apprendre ou venir en janvier pour apprendre de plus? C'est parce que pour moi, je pense que ça fait plusieurs années que le camp de carrière et d'autres types de séries d'apprentissage t'apprend comment faire une demande à un poste, comment postuler à un poste. Mais je pense qu'on n'a jamais parlé de pourquoi est-ce que même je devrais postuler. Pourquoi est-ce que je veux même cette poste? Pourquoi je veux même une carrière au gouvernement du Canada? Donc, je pense qu'on devrait prendre, pas un pas en arrière, mais juste prendre une petite pause et juste nous demander, avant que j'apprenne même comment postuler, comment écrire un résumé et faire un CV, je sais pas quoi, juste prendre une pause et penser, c'est quoi mes passions? Qu'est-ce que je veux de ma vie? C'est quoi mes compétences? C'est quoi mes valeurs? Donc, un petit devoir pour vous avant de participer aux sessions en janvier, c'est prenez le temps de faire les petits tests de psychométrie. Donc, il y a un peu de tests en ligne qui sont gratuits, comme Myers-Briggs. Je pense qu'il s'appelle les 16 personnalités maintenant. Moi, j'ai fait ça, c'est vraiment intéressant. Il y a aussi les grands 5. Ça veut dire les 5 personnalités. C'est un différent type de test de psychométrie, vraiment intéressant. Mais aussi un test de valeurs. C'est quoi tes valeurs? Je pense que c'est vraiment la première étape à un bon développement de carrière. Donc, c'est vraiment un aperçu de plus qui va être enseigné en janvier. Donc, j'encourage fortement que vous venez l'année prochaine. Merci. Je trouve ça tellement intéressant parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de comment écrire un CV, comment l'envoyer, comment postuler, mais c'est tellement important de savoir jumeler nos passions et nos compétences. Il y a tellement d'opportunités au gouvernement que des fois, c'est difficile de s'y retrouver. Donc, je trouve ça super intéressant et j'ai vraiment hâte au camp de carrière 2025. Je m'inscris, c'est certain. En fait, pour tout ce qui est au niveau des ressources de carrière, si vous voyez ici, on a la page wiki du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Ça, c'est super intéressant. Il y a plein de ressources et d'informations pertinentes. Moi, je vous conseille d'épingler la page Internet du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux sur votre barre de recherche ou de la mettre dans vos favoris et puis de la consulter régulièrement pour vous tenir à jour sur les prochains événements. Inscrivez-vous d'avance aussi à ces événements-là. Mettez-les tout de suite dans vos calendriers. Comme ça, vous êtes certain de ne jamais les manquer. Et puis, surtout, n'hésitez pas, je suis sûre que les panélistes vont être d'accord avec moi, n'hésitez pas à en parler à vos gestionnaires que vous voulez venir à ces événements-là. Les gestionnaires sont toujours d'accord à ce qu'on puisse faire évoluer nos carrières et puis aller à ces événements-là. Donc, deuxième lien ici, donc vous avez la page wiki de GC Mentor. C'est une page où est-ce que vous pouvez trouver toutes les informations sur qu'est-ce que le mentorat, comment je peux faire pour me trouver un mentor de carrière au gouvernement fédéral, etc. C'est super intéressant aussi. Vous avez les communautés au sein du gouvernement fédéral. Donc, pour moi, le gouvernement fédéral, c'est un peu comme une très grande famille, je vous dirais. Puis, je trouve qu'il y a beaucoup de soutien entre les fonctionnaires fédéraux. Et puis, pour connecter ensemble, dans le fond, il y a les communautés qui ont été créées à cet effet pour nous aider. Les ressources sont là, hein. Profitez-en. Tu sais, vous savez ce qu'on dit, seul, on peut faire que si peu, mais ensemble, on peut accomplir tellement de choses. Donc, moi, je vous encourage fortement d'aller de l'avant, allez consulter ces sites-là, joignez les communautés qui vous ressemblent
et puis qui vous intéresse, et puis connecter avec vos collègues d'ici et d'ailleurs au Canada. Tu sais, ça va vous rendre votre vie au travail tellement plus stimulante et intéressante. Ensuite, il y a aussi les pages Facebook. Donc, les pages Facebook destinées aux employés du gouvernement du Canada. Donc, vous savez, il y a des groupes Facebook pour pratiquement tous les domaines au gouvernement. Donc, ce sont des ressources en or où vous pouvez trouver des opportunités d'emploi, obtenir des conseils des autres membres. Euh, ensuite, dans le fond, pour ma part, moi, je consulte souvent ces groupes-là parce qu'ils regorgent d'informations pertinentes et puis qui ont aussi, on peut y poser toutes nos questions puis obtenir des conseils de nos collègues qui sont dans le même domaine de travail que nous. Donc aussi, il y a les possibilités évidemment d'emploi sur LinkedIn. Joshua en a parlé précédemment. Donc, assurez-vous que votre page LinkedIn, on en a mentionné, qu'elle soit à votre image, gardez-la à jour et consultez la page GC Job Opportunities pour voir les possibilités d'emploi que vous n'auriez peut-être pas trouvées ailleurs également. Donc, sans plus tarder, nous allons maintenant répondre aux questions du public. Comme on l'avait mentionné, veuillez utiliser la fonction Q&A pour poser vos questions. N'oubliez pas que vous pouvez voter pour les questions que vous aimez en utilisant le pouce levé si ce n'est déjà fait. Alors, venons-en directement aux questions. Les panélistes, vous savez, vous pouvez répondre aux questions le plus rapidement possible afin que nous puissions couvrir davantage de sujets aujourd'hui. Je poserai la question et puis un membre du panel y répondra. Donc, les autres peuvent ajouter des éléments ou discuter dans le vif du sujet tant qu'on reste justement dans le vif du sujet. Et puis, je vais mentionner que toutes les ressources mentionnées seront partagées sur notre page Wiki après l'événement. Donc, quelle question a eu le plus de votes? Je vais regarder ici. Alors. Bon, excusez-moi, là, je m'habitue à la plateforme. Alors, première question. Que signifie pour vous l'intégrité dans la fonction publique et pouvez-vous nous donner un exemple de la façon dont vous avez vu ou aimeriez voir cette intégrité respectée dans le milieu de travail? Bah, moi, je peux commencer. Comme moi, j'ai parlé des valeurs et de l'éthique. Et comme on sait très bien, bah, intégrité, c'est un des 5 valeurs dans le code de valeurs et de l'éthique. Donc, en fait, c'est une très bonne question. Cette question, moi, je pense intégrité, c'est en fait de faire à tout moment ce qui est dans l'intérêt public. C'est-à-dire que à chaque moment qu'on prend une décision ou qu'on a un choix d'agir, de réagir, de faire quelque chose, est-ce qu'on fait ce qui est bas la chose ou est-ce qu'on prend la décision qui est dans l'intérêt public? Et en fait, c'est quelque chose de complexe, je dirais. C'est pas toujours facile à faire parce qu'on a pas mal de considérations à gérer, on a pas mal de choses à tenir en compte. Et aussi, v- souvent, faire ce qui est dans l'intérêt public, ça pourrait être quelque chose qui exige plus d'efforts. Et donc moi qui ai travaillé pour un bureau de réglementation pendant 5 ans et demi, moi je pense toujours à tous ces moments où il fallait passer où il fallait passer genre à l'application de la loi. Et à tout moment comme ça, fallait vraiment dire, non, ce qui est dans l'intérêt public, euh, c'est de déposer une demande auprès du tribunal. Et ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Ça va ajouter encore plus de travail. Mais c'est en faisant ça qu'on aura les meilleurs résultats et qu'on va en fin de compte bah, 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 bien faire le travail qu'il faut faire en tant que fonctionnaire. Donc, juste un petit exemple que je voulais donner.
Peut-être je peux ajouter une autre. Je pense que quand j'ai commencé dans la fonction publique, on a parlé du test de les nouvelles. Si tu as fait quelque chose et si c'est annoncé dans les nouvelles sur Radio-Canada, est-ce qu'il y aura un problème ou non? Est-ce que c'est une décision qui a été prise qui a une valeur et c'est en suivant les procédures et les politiques et tout cela? Ou est-ce qu'on a fait quelque chose qui peut être considéré comme une problème? Alors, juste pour avoir un exemple simple, pour notre organisation, on a beaucoup de contrats pour des événements en personne. Et chaque fois qu'on fait un événement en personne, on est certain qu'on a eu comme le meilleur prix pour un événement, pour avoir une place où on peut avoir cet événement et ça va être utile, ça va être ce qu'on a besoin, mais c'est un prix qui est considéré comme le plus bas ou proche pour cet événement. On a eu pas une contrat, mais une considération une fois une compagnie qui a dit qu'il pourrait avoir notre événement dans une ville particulière. C'était pour 40 000 dollars. Et pour la plupart, les autres contrats, c'était comme 800 dollars, 1000 dollars. Alors, 40 000 dollars, c'était comme exceptionnellement haut. Alors, on n'a pas poursuivi ce contrat. Et on avait les fonds de le faire, mais c'était comme horrible, comme une comparable à les autres prix. Alors, si c'était dans les nouvelles, est-ce que je voulais que je sois le gestionnaire d'une équipe qui a dépensé 40 000 dollars quand on pourrait dépenser 1000 dollars? Probablement pas. Alors, je pense que des fois, on doit considérer comme ce n'est pas juste de suivre les règles et les procédures, mais c'est de considérer comme comment est-ce que ça pourrait être vu par le public cible. Oui, tout à fait d'accord. Alexa, est-ce que tu aurais voulu rajouter quelque chose ou on passe à la prochaine question? Non, les réponses sont parfaites. Super. Donc, n'hésitez pas aussi à poser vos questions dans le chat. Donc, je vais y aller avec notre deuxième question. Alors, de quelle manière pouvez-vous considérer LinkedIn comme un outil permettant la construction et l'entretien d'un réseau professionnel au sein de la fonction publique? Et comment pouvons-nous faire en sorte que nos profils se distinguent? Alors, je pense qu'on va peut-être poser la question, orienter la question vers Josh. Oui, certainement. Alors, je pense que vraiment de construire une profil, c'est un peu de qu'est-ce que tu as fait dans le passé. C'est quoi les compétences que tu as développées, l'expérience, l'éducation, tout cela. Vraiment comme votre CV. Mais l'autre partie, c'est qu'est-ce que tu veux faire dans le futur. Alors, pour moi, c'est comme 50% un et 50% l'autre. Et c'est quoi vos intérêts que vous voulez poursuivre dans le futur? C'est quoi le type de travail que tu veux faire dans 2 ans ou dans 5 ans? C'est quoi les choses qui vous intéressent? Et c'est aussi de trouver les personnes qui vous intéressent, qui font ce type de travail. Alors, quand j'ai commencé comme le président du futur leader de l'Ontario en 2014, j'ai vraiment utilisé les médias sociaux pour suivre les personnes qui faisaient le travail qui m'intéressait et de utiliser les pratiques qu'ils ont développées pour appliquer à le travail que je faisais, de développer les programmes de vidéo avec les iPads et le type d'équipement qu'ils ont mentionné, de connecter avec les personnes pour dire qu'on travaillait sur X, Y, Z. Si c'est un intérêt, qu'ils peuvent connecter et on peut avoir une discussion. Et je pense que vraiment, c'est de trouver les personnes qui vous intéressent, de former les connexions qui sont réelles et d'essayer d'avoir une approche qui est active. Alors pour moi, c'est à chaque jour, je vois que quelqu'un qui a
une nouvelle poste. Et je dis comme félicitations, ça a l'air comme très intéressant. J'espère que tout ça va bien dans cette nouvelle rôle. Alors, ce n'est pas de faire ça spécifiquement, mais de trouver comme une pratique pour engager, comme peut-être pas à chaque jour, mais peut-être quelques fois par semaine, et puis de former les connexions. Je vais juste dire une avis. Soyez conscient que c'est possible d'avoir les messages et tout cela, des personnes qui ont une question pour le gouvernement du Canada, mais pas pour toi individuellement. Alors, soyez conscient de comment tu utilises la plateforme LinkedIn et puis comment tu peux essayer de, comme si tu dois comme avoir une expérience qui est un peu plus anonyme, comme disons si tu travailles pour CSIS comme un officier d'intelligence. Peut-être ce n'est pas quelque chose de mettre sur votre profil LinkedIn. Mais peut-être tu peux dire comme je travaille comme une analyste, je fais ce type de travail, je travaille avec beaucoup de types de données, je fais des recherches et quoi que ce soit. Alors, on va parler de tout cela. Mais vraiment, je pense que c'est utile de connaître la plateforme, mais d'utiliser la plateforme. Alors, Alexa. Oui, ce que je veux ajouter comme mes consignes ou adresses personnelles pour LinkedIn. Donc, pour moi, j'utilise comme annuaire presque. Parce qu'au gouvernement, des fois, les gens, non, ça arrive toujours. Les gens changent de ministère. Donc, leur courriel change. Et après ça, je ne peux pas les communiquer avec eux, je ne peux pas les contacter, je ne sais pas leur nouveau ministère. Donc, avec LinkedIn, tu sais que tu as un contact direct avec eux sur LinkedIn. Donc, ça, c'est pourquoi je l'aime. Donc, chaque fonctionnaire que je rencontre, je dis, ajoute-moi sur LinkedIn. Et des fois, elle me dit, mais j'ai pas un compte LinkedIn. Et je suis comme, je les juge un peu. Je suis comme, juste faire un profil, même juste pour moi, parce que j'utilise comme annuaire. Donc, ça, c'est quelque chose là pour toujours. Donc, si cette personne, par exemple, quitte le gouvernement, tu as toujours cette connexion. Et établir un réseau, c'est difficile. Donc, je pense que c'est vraiment un bénéfice de concrétiser tes contacts dans une place. Et je pense que sa place devrait être LinkedIn, personnellement. C'est juste mon opinion personnelle. Voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Puis si vous me permettez une question, disons qu'on a des participants aujourd'hui qui diraient, OK, parfait, je vais travailler sur ma page LinkedIn, je vais la mettre toute belle, mais un coup que je l'ai et qu'elle me représente, est-ce que je peux aller, parce que là, si on suit les conseils de Joshua, OK, je vais aller trouver les gestionnaires, dans le fond, qui font partie des directions, disons, qui m'intéressent. Est-ce que un participant pourrait dire, regarde, ma page LinkedIn, elle est belle, est-ce que je peux aller cogner à la porte, disons, virtuellement de ces gestionnaires-là pour offrir ma candidature? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait ou c'est quelque chose qu'on préfère ne pas faire? Peut-être que je peux le mentionner du côté du gestionnaire. Je pense que c'est meilleur de faire cela s'ils ont mis une poste. Je cherche un AS3 pour une nouvelle emploi. Et je pense que c'est possible de mettre le candidature qui dit comme, ben, Joshua, tu fais du travail qui m'intéresse. Il y a une opportunité sur votre équipe, je serais intéressé et voici pourquoi. Je pense que ce n'est pas ce n'est pas négatif du tout. Des fois, ça montre une initiative, mais juste soyez conscient que si tu approches une gestionnaire, um, soyez comme réaliste de vos attentes. Alors, si tu dis comme est-ce que tu as une position dans le futur ou si tu as une position dans le futur, je pense que le type de travail que tu fais, c'est intéressant. Je serais très intéressé d'avoir une discussion. Mais je pense que les interactions les plus difficiles comme une gestionnaire sont les personnes qui envoient un message, ben, je perds mon contrat, quoi que ce soit, est-ce que tu peux m'embaucher aujourd'hui? Oui. C'est probablement impossible. Et je pense qu'on va voir ces situations dans le futur avec les restreints fiscaux, mais
Je pense que ces types d'interactions, ça devrait être comme un peu difficile pour le gestionnaire d'avoir une réponse, comme merci pour votre intérêt, mais je n'ai aucune poste maintenant. Et soyez conscient que comme envoyer ce message à 4 personnes, c'est différent d'envoyer ce message à, disons, 600 personnes. Quand j'étais à l'école de la fonction publique du Canada, j'ai eu ces messages de quelqu'un qui a envoyé un message à chaque personne dans le gouvernement du Canada qui pourrait trouver avec le titre de gestionnaire ou directeur. Alors, pour moi, je n'ai pas un intérêt de voir le CV si quelqu'un a envoyé un message comme ça. Mais s'ils sont comme intéressés dans le travail de mon équipe, ils ont fait leur recherche, je veux avoir comme peut-être une discussion ou d'avoir une sens que peut-être c'est une personne pour le futur. Alors, je pense que c'est juste comment tu l'approches qui va changer comme si c'est une interaction positive ou négative. Ouais, puis c'est de personnaliser ton message aussi, de ne pas envoyer un CV justement à 600 personnes en disant Hey, I'm available. Oui, exactement. C'est vrai, c'est ça. Donc, on va personnaliser notre message et puis après ça, peut-être qu'on peut avoir des bonnes nouvelles qui peuvent arriver de ça, on ne sait jamais. Oui. Merci beaucoup pour votre réponse. Donc, si on passe à la prochaine question qui a eu le plus de votes. Ici, j'ai pour les employés travaillant dans les régions, quelles sont, selon vous, les opportunités ou les défis uniques en matière de développement de carrière et comment pouvons-nous travailler ensemble pour les surmonter? Khadija? Ouais, moi je Ouais, peux vas-y. commencer. Oui, donc par rapport à tout ce qui est travail et opportunités dans les régions, je pense qu'il y en a. Ça existe. Il y a des opportunités dans les régions. On sait ça très bien. Je dirais la grande différence entre les régions et la région de la capitale nationale, c'est juste que les postes sont plus genre concentrés dans la région de la capitale nationale et on est plus conscient des genres de postes qui existent dans la région de la capitale nationale. Donc, moi, je dirais que d'abord, pour quelqu'un, faudrait savoir en fait ce qui existe dans sa région. Donc, c'est ça, il y a des questions à poser, euh, euh, faut se renseigner. Et en fait, il y a pas mal de fonctionnaires qui ont eu un- une très belle carrière dans les régions. Donc, ce que moi j'aimerais, en fait, le message que moi j'aimerais envoyer, c'est que c'est tout à fait possible d'avoir une carrière enrichissante dans les régions. On va vous donner quelques outils et on va aussi écouter les histoires et apprendre des expériences des autres fonctionnaires et en espérant que ça va aider beaucoup d'entre ces employés régionaux à progresser dans leur carrière. Merci beaucoup, Khadija. Super intéressant. Est-ce que Joshua, Alexa, vous aimeriez ajouter quelque chose ou on passe à la prochaine question? Next. Perfect. Alors, notre prochaine question ici. Euh, on me dit, OK. Comment pensez-vous que l'exposition à des perspectives et pratiques mondiales pourrait influencer notre approche du travail dans la fonction publique? Et et pouvez-vous penser à des domaines spécifiques où il serait bénéfique d'élargir notre compréhension mondiale? Alexa? Qui a posé cette question? Non, c'est une vraiment, vraiment, vraiment bonne question. Et je vais faire de mon mieux pour répondre. Donc, je pense que, premièrement, des fois, c'est difficile à savoir, comme je disais avant, quoi d'autre se passe dans les autres pays, spécialement au niveau du gouvernement. Moi, je suis vraiment sociale, donc quand je voyage,
même si comme c'est mes vacances, je suis pas, employée pour aller sur un voyage, je demande toujours, c'est quoi ta carrière? Tu fais quoi? Moi, je travaille pour le gouvernement du Canada, comme je parle toujours de ma carrière avec les étrangers. Parce que moi, je suis juste une personne curieuse. Et même si ces personnes sont internationaux, il y a des ressemblances de comment leur lieu de travail fonctionne, même si c'est le secteur privé. Il y a des similarités, mais il y a aussi des différences. Et on peut apprendre d'eux, mais ils peuvent aussi apprendre de nous. Comme quand je voyage et je rencontre d'autres gens du monde et d'autres fonctionnaires dans différents pays, je pense personnellement, comme fonctionnaire du gouvernement du Canada, un domaine qu'on peut apprendre d'eux, c'est vraiment la technologie, comme les fonctions d'intelligence artificielle. Les autres pays l'utilisent déjà. Je sais que maintenant, au gouvernement du Canada, c'est quelque chose que nous sommes curieux, mais pas encore établi, peut-être pour raison de sécurité, on ne peut pas l'utiliser chaque jour comme des fonctions opérationnelles maintenant. En tout cas, on peut savoir et connaître plus de les risques et comment ils utilisent. Mais pour eux, ils peuvent apprendre de nous comment nous essayons de mettre l'effort sur l'inclusivité. Imaginez que dans d'autres pays, c'est encore quelque chose ils pensent même pas, c'est même pas une priorité pour eux. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de beauté à faire un réseautage avec d'autres personnes autour du monde, mais aussi d'autres personnes de différents secteurs et même d'autres personnes dans le gouvernement du Canada qui font des postes complètement différents que toi. Il y a plein de différentes choses on peut apprendre, mais aussi changer. On peut changer nos pratiques, on peut innover. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'était une très bonne question. Je ne suis pas experte. En tout cas, moi, personnellement, j'ai appris tellement de la communication interculturelle aussi quand je m'intéresse dans les choses mondiales qui se passent. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais pour moi, j'ai vu que c'était beaucoup un bénéfice pour moi dans ma carrière. Et je vais finir comme ça, ma réponse. Ouais, super bonne réponse, super intéressant. Je suis vraiment d'accord. C'est vrai qu'on peut apprendre tellement en regardant qu'est-ce qui se passe ailleurs. Je ne sais pas si les autres panélistes aimeraient ajouter quelque Oui, chose. je vais ajouter juste pour dire que vraiment, je pense que c'est de connaître que il y a des choses comme Alexa a dit, il y a des choses qu'on fait d'une façon très positive, qui sont les meilleures pratiques de tout le monde, vraiment. Alors, c'est pour ça que le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux a eu l'invitation pour venir à les Nations Unies pour présenter les travaux qu'on fait. Parce que je pense que dans le gouvernement du Canada, les communautés et les réseaux, c'est une des éléments les plus positifs. Il y a les pensées qu'on peut partager avec les autres gouvernements, il y a les pensées que on veut appliquer des autres gouvernements. Comme Alex a dit sur la technologie, il y a des places où ils n'ont pas 360 000 fonctionnaires dans leur fonction publique et peut-être ils peuvent changer la façon dont ils utilisent la technologie d'une façon un peu plus vite, où ils doivent le faire. Il y a les pays comme Estonie qui sont un des pays les meilleurs dans les services digitales. Et c'est parce qu'ils ont commencé ces services après les Russie et tout cela en comme les 1990, les années 1990. Et on a utilisé les services qui devaient être changés à les services digitales. Alors, oui, c'est vraiment de trouver où on peut appliquer les meilleures pratiques des autres gouvernements, où on peut donner les meilleures pratiques aux autres gouvernements. Merci, Josh, super. Et merci, Alexa, aussi, super bonne réponse.
il nous reste encore un petit peu de temps. Moi, j'aimerais vraiment parler de vos passions, en fait. Puis ça tombe bien, il y a une question dans le chat pour ça. Alors, comment avez-vous trouvé ce qui vous passionne le plus au sein du gouvernement fédéral? Et puis, est-ce que vous avez des conseils à donner aux employés qui nous écoutent aujourd'hui, puis qui essayent de trouver leur passion, puis et comment on fait pour que ça leur donne du sens? Puis par où est-ce qu'on commence pour trouver nos passions au gouvernement? Qui voudrait commencer? Je veux dire à Khadija de commencer parce que dans la session anglaise, elle a donné une vraiment bonne réponse en anglais. Donc, si tu veux, Khadija, je pense que tu seras la bonne personne pour ça. D'accord. Donc je dirais, pour la passion, et ça, c'est mon opinion à moi, je pense que ça commence avec l'autoréflexion, et la connaissance, du soi-même. Et du coup, il faut savoir qui on est, qu'est-ce qu'on aime, quels sont nos points forts, nos points faibles. Et dès qu'on est conscient du personne qu'on est, on sera en mesure de d'abord s'exprimer sur nos besoins, nous décrire, genre donner une marque professionnelle, genre à nous-mêmes, tout ça, ça devient beaucoup plus facile. Et c'est aussi en sachant la personne qu'on est, on va pouvoir là savoir comment diriger notre carrière et quel parcours euh, tenter. Et c'est vraiment, il y a pas mal d'exploration, moi je pense. Il y a pas mal de travail à faire. On va voir durant la séance sur la passion et le jumelage de nos passions avec notre carrière. Comment aborder ça? Donc, on va vous donner les outils, mais à la base, vraiment, le jumelage de la passion avec notre travail, euh, c'est du travail à faire. C'est tout à fait possible et on peut tous, et on peut tous arriver au moment où on peut dire que là, vraiment, là, on est en train de rêver, on a l'emploi de notre rêve. C'est tout à fait possible et donc assister, genre à la conférence. Merci, Khadija. Non, c'était parfait. J'adore cette réponse parce que c'est vraiment le concept, le concept de tout, de la réponse que je voulais dire aussi. Et aussi, il y a une autre chose que Khadija avait dit que j'aime vraiment, c'est elle a dit, elle a dû essayer différentes choses pour trouver sa passion. Et je pense que elle a raison. Moi, je sais pas même encore c'est quoi ma passion. En tout cas, et c'est pas vraiment une destination. Um, c'est vraiment quelque chose que tu dois découvrir et par erreur, essai et erreur. Donc, je voulais juste ajouter à la bonne réponse de Khadija. Et puis, la beauté dans ça aussi, c'est que le gouvernement fédéral nous donne la chance d'avoir accès à tellement d'opportunités, tellement de postes qu'on peut essayer, tu sais, des intérimaires aussi qu'on peut faire des fois pour un an, quelques mois, 4 mois, puis après ça, on est capable aussi de voir, OK, bon, ce poste-là m'intéressait un petit peu plus que d'autres, et puis après ça, on est capable d'aller voir vraiment, de peaufiner un peu sa carrière. Et puis, les opportunités de carrière sont tellement vastes au gouvernement que c'est un beau, c'est une belle façon, dans le fond, d'évoluer aussi dans notre carrière. Oh, là, je vois le temps qui passe. Je crois que nous n'avons pas le temps pour une dernière question. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Oui? Je dis oui? Parfait. On regarde ici, on dit, vite fait, est-il une bonne idée d'ajouter dans LinkedIn les bénévolats dont on fait partie? Donc, si on fait du bénévolat pour des organismes. Oui, alors je dirais comme 100%, mais le travail de bénévolat. Je pense que ça donne une photo un peu plus claire de
tous vos intérêts et toutes les compétences que tu as développées. Alors, ce n'est pas seulement les compétences que tu as développées dans ton propre position dans le gouvernement du Canada qui sont importantes, mais est-ce que vous avez les compétences qui peuvent appliquer à une autre poste? Sur notre panel ici, on a Alexa qui était une volontaire avec le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux avant de devenir une employée à plein temps. Et c'était parce que Alexa avait un intérêt dans les technologies, les médias sociaux, et on avait une opportunité de avoir une volontaire exceptionnelle qui a devenu une employée exceptionnelle. C'est le même avec Khadija. Khadija est le volontaire comme le président du réseau des futurs leaders de l'Ontario. Et puis, on avait une opportunité que elle pourrait travailler avec nous à plein temps après travailler comme une volontaire. Alors, je pense que vraiment le travail de volontaire, c'est important et ça donne des options pour les gestionnaires de voir comme, OK, peut-être tu fais ça dans ton travail à chaque jour, mais tu as des autres choses que tu peux faire, tu as des autres compétences et tu as des autres intérêts que tu peux appliquer à une autre position. Alors, je pense que vraiment, certainement, c'est important d'inclure le travail de bénévolat. Khadija? Moi, je suis tout à fait d'accord avec la réponse de Josh. Et moi, j'aimerais juste dire qu'en fait, moi, je pense à LinkedIn comme un grand CV. Donc, on sait que normalement, quand on postule un poste, on va soumettre un CV et normalement, on essaie d'avoir un CV qui est entre comme 2 à 3 pages, etc. Mais avec LinkedIn, on peut mettre tous ces éléments qu'on aura sur notre CV et encore plus. Et donc, c'est vraiment genre comme vraiment, c'est un exposé de tout ce qu'on a fait en fait. Tout ce qui a trait au poste qu'on occupe et peut-être aussi des activités ou des initiatives ou des jobs, etc., qui peut-être ont pas trait à ce qu'on fait dans notre carrière maintenant, mais qui font partie de notre parcours. Donc, c'est ça. Oui, tout à fait. Vous êtes des mines de connaissances. Moi, je sais que j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Et puis, je ne manquerai pas de regarder cet enregistrement-là sur la page YouTube du FIN RJFF la prochaine fois que j'aurai des questions sur le sujet aussi. Donc, nous espérons aujourd'hui que vous avez appris l'importance des thèmes CDC 2025 et puis pourquoi ils sont si importants pour vous et votre carrière. Je crois que nous avons une question de sondage aussi pour vous, juste avant qu'on quitte. Les résultats de ce sondage ne seront pas communiqués. Donc, je ne sais pas si Justine, Ami et voilà, on le voit. Donc, cette session a-t-elle été un usage judicieux de votre temps? Oui, non, je ne sais pas. Vous pouvez répondre. Alors, pendant que vous répondez, je vais conclure en disant merci beaucoup de vous être joints à nous aujourd'hui. Ceci conclut la dernière session de série d'apprentissage virtuel, la série de préparation pour le camp de carrière. Donc, n'oubliez surtout pas de vous inscrire au CDC 2025 en janvier. Au CDC 2025, vous apprendrez des fonctionnaires expérimentés sur des sujets importants. Donc, pour votre avancement de carrière, y compris le développement d'une marque professionnelle, les stratégies pour maîtriser les conversations difficiles et la façon de naviguer les valeurs et l'éthique dans votre vie professionnelle. Il y a aussi des séances de réseautage virtuel ouvertes à tous les fonctionnaires fédéraux à travers le pays. C'est super intéressant. J'ai déjà participé. Ne manquez pas cette opportunité pour investir dans vous-même et dans votre futur. Marquez votre calendrier, faites passer le mot et restez à l'affût pour plus de détails. Toutes les ressources seront disponibles aussi sur la page Wiki et l'enregistrement de cet événement sera disponible sur notre chaîne YouTube et sur notre série de podcasts. Alors, encore une fois, un grand merci à tous nos merveilleux panélistes et à tous nos apprenants qui continuent à prendre leur carrière en main et à prendre le temps d'investir dans leur avenir. C'est si important. Nous allons vous revoir tous très bientôt.
et nous vous remercions pour votre soutien continu au RJFF. Alors, prenez soin de vous et bonne journée. Et merci à toi, Stéphanie. Merci. Bye.